Un mot, parce que je ne l'ai pas cité, je m'en excuse, Lisbeth, évidemment, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Lisbeth, qui est une comédienne et qui va nous faire l'amitié de nous charmer. Et c'est Louis, là encore, ainsi que l'esprit qui sera à l'honneur, puisqu'elle aura l'occasion de lire un certain nombre d'extraits du livre de Charles Pépin. Lorraine, Charles, c'est à vous maintenant. Commencez par imaginer une femme. Elle conduit une petite voiture de ville, se laisse porter par le mouvement irrégulier de l'embouteillage. Elle a mal au dos, un peu plus encore que les jours précédents. Il y a surtout ce point en bas à droite, ce point comme une sale présence, un clignotant, ce point que même l'ostéopathie échoue à soulager. Elle ne supporte plus son métier. Encore moins ceux qui l'obligent à côtoyer. Il faudrait trouver la force d'en changer, elle le sait. Mais le savoir ne suffit pas. Peut-être reproche-t-elle à l'homme qui rentrera ce soir à peu près en même temps qu'elle de ne pas la lui donner, cette force. Peut-être lui reproche-t-il à elle de ne pas la trouver. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus qui reproche quoi à l'autre. Les enfants ont grandi. Impossible de les prendre dans ses bras en rentrant, de les pétrir comme de la mie tiède pour se remplir de toute la force qui manque. À la place des 2 petites boules de mie, de gigantesques ados ont poussé. L'automobiliste devant elle vient de freiner au dernier moment. Elle l'évite de justesse en écrasant la pédale de frein, et c'est alors qu'elle sent, plus pointue que jamais, plus meurtrier, le petit poignard en bas à droite de son dos. À cet instant précis, elle pourrait pleurer. Elle pourrait pleurer si elle avait encore assez de vie en elle. Elle pourrait pleurer, mais elle ne pleure pas. Elle ne remarque même pas ses doigts sur l'autoradio qui font défiler les stations. Elle n'entend ni les jingles agressifs, ni les pubs pour les hypermarchés. Elle n'entend plus rien, absente à elle-même, absente au monde. Et puis, soudain, au hasard d'un changement de station, surgit la voix de Michel Berger. Sa voix qui la prend tout de suite, portée par quelques notes de piano, sa voix qui lui parle sans même qu'elle écoute les paroles, cette mélodie qui la remplit. En elle, d'un seul coup, quelque chose se rassemble, se fluidifie. L'apaisement est total. C'est beau. Le temps de cette émotion esthétique, plus rien n'existe. Elle est tout entière convoquée, tout entière là, enfin présente à elle-même et au monde. C'est beau. Qu'est-ce qui est beau, au fait? La musique ou ce qu'elle lui fait? Nous en reparlerons.
Merci, bonsoir à tous. Merci Liat Cohen de nous avoir fait entendre ce premier morceau. Nous entendrons d'autres morceaux juste après ce premier échange. Merci à Lisbeth Wagner de nous avoir fait entendre les premières lignes du livre de Charles Pépin, Quand la beauté nous sauve. Bonsoir Charles Pépin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, donc nous avons entendu tout à l'heure l'introduction de votre livre Quand la beauté nous sauve, paru chez Robert Laffont l'année dernière. Un passage dans lequel on vous donnait l'exemple d'une femme qui s'appelle Lucie, qui est une femme qui a des problèmes assez quelconques, mais qu'on a universels, qui a pu être rattrapée dans ses idées noires par la beauté d'une musique dans son autoradio, alors qu'elle traverse justement une période difficile. Si on demandait, comme vous expliquez dans votre livre, à cette personne ce qu'elle recherchait, ce qui lui manquait dans la vie, elle n'aurait sûrement pas parlé de beauté. Elle aurait peut-être parlé de sensations agréables, de choses beaucoup plus essentielles. Pourtant, c'est la beauté de la chanson de Michel Berger, en l'occurrence, qui la rattrape. Donc Lucie revient de temps en temps dans votre livre avec d'autres personnages qui viennent illustrer une réflexion parfois métaphysique et parfois plus personnelle sur la notion de beauté. Donc, puisqu'on parle d'une notion qui est au programme du bac, on va se remettre un peu dans l'état d'esprit du bachelier et commencer par reprendre nos réflexes de bachelier et définir les termes du sujet. Donc Charles Pépin, question à 10 points, que signifie exactement la beauté et comment distinguer cette notion de, par exemple, ce qui est agréable? Alors je vous remercie pour cette question. Tout mon travail vise à commencer par l'idée qu'il faut refuser de définir le beau. Parce que définir le beau, c'est précisément mettre les esthètes que nous sommes dans une situation intellectuelle où on va se demander si ce qu'on ressent, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on écoute correspond à la définition. Et on va être dans un rapport essentiellement intellectuel, analytique à la beauté. Donc l'idée, c'est que finalement, peu importe la définition, peu importe ce qui fait que c'est beau, tant importe ce que la beauté nous fait. Donc une approche beaucoup plus de l'émotion, une approche subjective. Et du coup, votre question devient, mais comment on peut définir l'émotion esthétique? Et là, je comprends mieux la question. En effet, la beauté, on ne sait pas ce que c'est, mais ce que la beauté nous fait, on peut à peu près essayer d'en parler, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion esthétique. Donc, comme on commence la rencontre, je crois qu'on a 3-4 heures devant nous, on va commencer par dire qu'une émotion esthétique, c'est un plaisir étrange qui est ni simplement sensuel, ni simplement intellectuel, même s'il convoque et la sensibilité et l'intellect. Mais il se réduit ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est bizarre, voilà, c'est ce que disait Baudelaire. Le beau est toujours bizarre. Je crois qu'il faut commencer par ça. Ce qu'on recherche, c'est cette étrangeté. Et cette étrangeté de la musique qu'on a entendue, elle nous renvoie à notre propre étrangeté. Donc on sort de la simplification, on sort de la définition, et on s'ouvre à sa propre étrangeté. Ce qui est important, c'est d'abord de s'arrêter sur une énigme. Je trahirais tout ça si je disais des choses trop claires tout de suite, et même tout à l'heure. Ce qui est incroyable, c'est qu'on soit capable d'être arrêté par de la beauté mélodique ou de la beauté formelle, par quelque chose qui est quand même essentiellement superficiel. Et que nous, qui soi-disant recherchons des choses profondes, comme les valeurs, comme Dieu, comme le pouvoir, comme le bonheur, pourquoi on est arrêté comme ça et fasciné par ce qui est quand même superficiel? Et quand vous avez un tableau, même une très belle photo de Patrick Braoudé, même si elle nous touche beaucoup, c'est quand même très superficiel. C'est quelques couleurs et quelques formes dans un cadre. Et pourquoi moi, animal humain, en quête de choses profondes, je vais être arrêté par ce qui est à la surface. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de la surface de me toucher profondément? Et la deuxième chose qu'on peut dire, et puis tu me dis quand je suis trop long, c'est que dans la beauté, dans l'émotion esthétique, en fait, on pense. C'est ça qui est très important. On n'arrête pas de faire l'erreur de distinguer la pensée, le rapport aux valeurs, la réflexion, et de l'autre, l'émotion, la sensibilité. Mais ce qui est très intéressant dans l'émotion esthétique, quand on contemple un tableau, je sais pas, de Rembrandt, quand on écoute ce magnifique morceau de guitare, eh bien, on embrasse du sens, mais avec ses oreilles. On contemple des valeurs avec ses yeux. Autrement dit, on pense avec son corps. Et ça, c'est quand même un élément de définition. De dire que l'émotion esthétique, c'est de penser avec son corps. L'émotion esthétique, c'est de vivre du sens. Non pas de le penser, non pas de l'analyser, mais de le vivre. Et puis, enfin, dernier élément pour lancer la soirée, et qui va bien sûr contredire tout ce que j'ai dit pour l'instant, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on ne sait pas ce que c'est, et qu'il y a quelque chose de mystérieux,
Alors que d'habitude, ce qui est mystérieux dans la vie, ça nous effraie. Ce qui est mystérieux, on le fuit. Si par exemple, vous vous faites licencier et que c'est mystérieux, ça ne vous plaît pas. Si vous vous faites quitter par quelqu'un que vous aimez et que c'est mystérieux, ça ne vous plaît pas. Le mal, on parlait tout à l'heure d'Hannah Arendt a annoncé, le mal, c'est mystérieux et ça ne nous plaît pas, ça nous terrorise. Mais pourtant, dans la vie, il y a du mystère. Eh bien, la fonction de la beauté, c'est de nous apprendre à faire face au mystère et à l'aimer. Parce que pourquoi ce morceau de guitare, s'il vous a touché à ce point, c'est mystérieux. Mais ce mystère-là, nous l'aimons, nous ne le fuyons pas. Et c'est pourquoi on peut définir quand même, essayer de définir l'émotion esthétique comme une expérience heureuse du mystère. Alors la musique, justement, on va en parler et on va en entendre parce que c'est un art qui est très important dans votre livre et qui sera justement très important ce soir. Pourquoi, justement, accordez-vous plus d'importance à cet art-là qu'aux autres dans votre livre ? Ça, c'est une question piège. C'est vrai que je développe cette thèse à un moment que la musique serait supérieure aux autres arts. Et c'est d'ailleurs, comme souvent les thèses de philosophes, assez arbitraire. Et c'est juste que c'est mon rapport à moi, à la beauté. Toutefois, même si ça s'origine dans de l'arbitraire, j'essaye d'argumenter dans le livre. Et l'argument principal va permettre, je crois, de bien faire résonner la guitare qu'on a entendue et qu'on va encore entendre. L'argument principal, c'est la polyphonie. C'est-à-dire que la musique est polyphonique par essence. Évidemment, ça veut dire qu'il y a plusieurs voix en même temps. Et bien sûr, quand on a beaucoup de personnes qui font de la musique, quand on a un groupe de rock, il y a un chanteur, il y a une guitare, une basse, de la batterie. Et c'est comme autant de voix qui parlent à autant de dimensions différentes de nous-mêmes. On peut penser, pour caricaturer, que la batterie parle en nous à la vitalité, que la guitare parle en nous au romantique, que le chanteur parle en nous, je sais pas, au poète, que la basse parle en nous à celui qui lutte contre la mort. Et au fond, cette polyphonie de la musique permet à notre complexité intérieure d'être tout entière convoquée, alors que peut-être dans les autres arts, comme dans la peinture, eh bien, il y a moins de diversité des plans de l'œuvre d'art elle-même. Alors bien sûr, les gens qui adorent la peinture vont vous dire « mais non, c'est faux, il y a différents plans dans un même tableau, exactement comme il y a différentes dimensions dans un morceau de musique ». Mais j'avais quand même l'impression que la supériorité de la musique tient au fait qu'elle parle aux dimensions de nous-mêmes en nous proposant de les éprouver tout en même temps, sans nécessairement les réconcilier dans une forme d'unité simplificatrice. Alors que quand vous avez un poème, quand vous avez un film, il y a peut-être comme ça différentes voix en même temps qui parlent aux différentes dimensions de nous-mêmes, mais avec toujours un projet comme ça de synthétiser dans de l'unité notre diversité intérieure. Pour le dire plus simplement, quand on écoute de la musique, on est tout entier là, mais dans la contradiction, dans le paradoxe, dans l'éclatement, et sans que cette contradiction intérieure ne soit spécialement résolue. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'enfin, vous voyez bien de vos vies que parfois, vous ne vous autorisez pas à être au travail celui ou celle que vous êtes en couple. Vous ne vous autorisez pas à être en tant que père ou mère celui ou celle que vous êtes en tant qu'amant ou maîtresse. Vous ne vous autorisez pas à être en tant que citoyen celui que vous êtes sur un court de tennis. Parce que vous êtes complexe, éclaté. Et que vous êtes ici cela et là-bas autre chose. Et bien, dans l'émotion musicale, on peut être tout ça en même temps. Et ça fait un bien fou d'être enfin autorisé à être ce qu'on est. Mais pas ce qu'on est comme une identité fière et simple, surtout pas. Ce qu'on est dans ses contradictions, dans son éclatement, dans un paradoxe irréductible. Et voilà, moi, c'est tout ça que la musique me fait, quand elle est bonne. Alors, je crois qu'on a un peu plus d'outils pour juger, pour écouter Liat Cohen d'une façon différente. On va entendre d'autres morceaux. Mais avant, est-ce que Charles Pépin, vous pouvez nous donner encore une indication pour s'éveiller un peu mieux à l'énigme de la beauté en écoutant Liat Cohen? Oui, enfin, ce que je peux vous proposer, c'est des prismes auditifs appuyés sur des philosophes. Kant dit par exemple que dans ce qui est beau dans la beauté, c'est pas la beauté, c'est qu'elle nous autorise à être seuls et libres, seuls juges. C'est-à-dire qu'au fond, écoutez cette musique en vous autorisant à la juger totalement librement, indépendamment de tout critère. Ça, c'est peut-être un angle intéressant. L'autre angle, c'est par rapport au sens. Si cette musique vous porte, vous transporte, demandez-vous vers quel horizon du sens elle vous transporte. Vers quelle valeur elle vous permet d'embrasser sans les penser. Quelle valeur, quelle dimension de l'existence elle vous permet d'entendre. Et puis enfin, dernier prisme, demandez-vous si vous n'êtes pas là en train de toucher quelque chose qui est de l'ordre du mystère et qui, encore une fois, ne vous effraie pas,
mais vous apparaît comme étrangement familier. Liat Cohen. Merci Liat Cohen. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Liat Cohen. On a senti, Charles, une émotion très forte dans la salle, et vous-même à un moment vous m'avez dit c'est magnifique, ce qui implique quand même une idée de partage en fait de l'émotion. Est-ce que finalement l'émotion esthétique se trouve dans l'œil de celui qui regarde, ou quand même un peu aussi dans l'objet qu'on regarde, en l'occurrence dans le chant, dans la musique de Liat Cohen? Alors, ça marche le micro? Non. On dirait que c'est... Oui, donc très bonne question. Enfin, il y a deux questions en même temps. Il y a la question de est-ce que la beauté existe indépendamment de la perception qu'on en a? Et puis, il y a une autre question qui est dans quelle mesure... vous entendez là? Ouais. Non, parce qu'on entend mal. Dans quelle mesure le fait qu'on perçoive la perception des autres intensifie la nôtre? C'est ça qui est intéressant. Donc, première question, est-ce qu'il y a une objectivité de la beauté? Et évidemment, enfin, attention, elle n'est pas qu'objectif, mais il y a une réalité. En revanche, nous, en tant qu'animaux humains, on projette toujours, à vrai dire, sur toutes les réalités. On projette du fantasme, de l'imaginaire, ce qui fait qu'on voit la réalité différemment. Simplement, ce qui se passe quand cette réalité, c'est une œuvre d'art, quand c'est de la musique, quand c'est un tableau, c'est que c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne, sauf que c'est x10. C'est-à-dire que c'est la beauté, c'est l'occasion pour nous de projeter plein de choses dessus, beaucoup plus que les autres objets de la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est si fort. Deuxième raison de l'intensité de l'émotion esthétique, c'est cette espèce, c'est quand on dit c'est beau. Voilà. Là, j'en ai vu, j'ai vu sur les lèvres, certains disaient c'est beau. Et on remarque que c'est beau, c'est bizarre comme phrase. On pourrait dire moi j'aime, moi je trouve ça beau, ou moi ça me touche. Mais on dit c'est beau le plus souvent. Et ça rejoint ta question. Ça veut dire quoi de dire c'est beau? Alors soit c'est une faute de français, comme quand on dit c'est bon, alors que moi j'aime le curry d'agneau et que quelqu'un peut ne pas aimer, si je dis c'est bon, c'est une faute de français. Là, on peut penser qu'on fait aussi une faute de français. Moi, je pense que vous parlez français correctement. Et donc quand vous dites c'est beau, vous ne faites pas une faute de français. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites j'ai envie qu'on soit d'accord devant cette beauté. Je trouve ça tellement beau que j'ai envie qu'on la partage. Et c'est ça qui est très fort, c'est que ce qui fait l'intensité de l'émotion esthétique, c'est le désir qu'on a de la partager. Voilà pourquoi, finalement, on parie sur une commune sensibilité humaine. On sait très bien qu'il y aura tous les goûts dans la nature, que des gens ne seront pas d'accord, qu'il y aura différentes sensibilités. On le sait, parce qu'on n'est pas bête. Mais on a un élan vers la communion, un élan vers le partage, qui probablement fait toute l'intensité
de l'émotion esthétique. Voilà pourquoi, vous l'avez tous ou toutes déjà vécu, on est si déçu quand quelqu'un qu'on apprécie, comme son mari ou sa femme ou son fils, ou peu importe, eh bien, reste insensible à une œuvre d'art qui nous a profondément touchés. Chacun a déjà vécu cette scène, vous tombez sur une mélodie qui vous bouleverse, vous achetez le CD, enfin si ça se fait encore, vous l'achetez en format électronique, et puis vous dites à votre, on va dire, votre sœur, ah, regarde ça comme c'est beau, ou à votre femme, regarde ça, c'est magnifique, et cette personne, elle reste insensible. Alors, en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous avez l'impression que cette personne est sortie de la communauté des humains, qu'il lui manque une case, qu'elle n'est pas normale, qu'il lui manque quelque chose à sa sensibilité, à sa constitution humaine. Et vous vous sentez très déçu, voire agressé par cette insensibilité de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les gens un peu, les gens de l'époque, on va dire, vont dire qu'est-ce que c'est que cet autoritarisme ? Pourquoi veux-tu imposer ton goût ? Alors qu'en vérité, il n'y a là nul autoritarisme, il y a là simplement une générosité. Et c'est ça que la beauté nous fait. Elle nous rappelle que nous avons envie de partager l'essentiel. En ce sens, son message est toujours politique et moral, même si ça n'en a pas l'air. Parce que il n'y a rien de plus politique, il n'y a rien de plus moral que de vouloir partager un monde commun. On n'y arrive pas politiquement, on le voit très bien, on le voit tout le temps, et on le voit ces temps-ci plus que d'habitude. On n'y arrive pas moralement, parce que la perspective morale, c'est pour ça qu'on se fait la guerre. Hein. Parce que quand on pense que c'est bien, que quelqu'un ne respecte pas le bien, eh ben on a de la violence en soi. Donc on aurait envie de vivre ensemble, on aurait envie d'un monde commun, mais on n'arrête pas d'échouer politiquement, et on n'arrête pas d'échouer moralement. Eh bien, la beauté nous souffle que c'est possible. La beauté nous rappelle cette promesse d'un monde commun. C'est pour ça qu'on dit c'est beau. Mais attention, je ne suis pas naïf ni idéaliste. On sait très bien que cette promesse sera trahie, car on ne sera pas d'accord. On ne vivra jamais complètement ensemble. Il y aura toujours des désaccords, des goûts et des couleurs. On discutera toujours. Mais dans le moment du plaisir esthétique, j'ai en moi le rappel de cette promesse. Et c'est très subtil, car il y a une promesse de partage, et en même temps, je sais qu'elle ne sera pas tenue, qu'elle sera trahie. Mais c'est pas grave, la promesse fait du bien. Et c'est ça, pour moi, l'émotion esthétique, c'est cette chaleur-là, la chaleur d'une promesse dont on sait qu'elle sera déçue. La question telle qu'on se la pose en ce moment a été posée avant nous par Kant, un peu de cette façon-là. Oui, d'ailleurs, j'avoue, je parlais de manière très kantienne depuis un quart d'heure. Et justement, donc je sais que vous êtes habitué à résumer en quelques minutes les théories de grands philosophes à la télé et à la radio, notamment au moment du bac, on vous demande souvent ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques secondes, alors non, en quelques minutes quand même, la réponse que Kant apporte à cette question? Alors oui, la réponse que Kant apporte, c'est celle que je viens de donner avec mes mots, mais je vais, grâce à votre question, la préciser un petit peu. Kant nous dit que le jugement esthétique, il est subjectif mais universel. C'est paradoxal, parce que si c'est subjectif, c'est pas universel. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est subjectif, mais qu'il vise l'universel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est moi qui ressens subjectivement cette beauté, mais il me semble que comme j'ai rien fait pour ça, je suis juste arrivé ici, je suis entré, j'ai vu la porte ouverte, j'ai entendu de la musique et j'ai trouvé ça beau et ça m'a remis sur mon axe, ça m'a rendu présent au monde, la beauté de la musique m'a rendu présent, la présence de la beauté m'a rendu présent au monde. Et comme j'ai rien fait pour ça, j'ai pas de culture particulière, j'ai pas d'éducation particulière, j'ai pas appris les codes de la guitare classique pour pouvoir l'apprécier. Eh bien, il me semble que ce serait donc possible pour les autres, qu'il n'y a pas de prérequis. Et c'est pour ça que quand je juge que c'est beau, c'est subjectif, mais ça vise l'universel. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas beau parce que, il n'y a pas de critère objectif, c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que, c'est-à-dire parce que j'apprends à m'écouter. C'est ça que nous dit Kant, si on le résume. J'apprends, dans le plaisir esthétique, à faire confiance à mon émotion. Alors, mon émotion dont j'ai déjà dit au tout début qu'elle était bizarre, pas vraiment intellectuelle, pas vraiment sensuelle, mais un peu des deux. Mais surtout, mon émotion devient le critère de mon jugement. Et ce qui est incroyable, dit Kant, c'est que là, on ne doute pas. On n'a pas de critères, mais on ne doute pas. Évidemment, on est dans le cas d'une émotion esthétique pure. Je ne parle même pas du snob. Mon livre devait s'appeler « La beauté expliquée au snob », à savoir, le snob, il croit qu'il sait pourquoi c'est beau. Il croit que la beauté obéit à des codes. Il croit que la beauté, c'est une question d'éducation. C'est tout ce que je combats dans ce livre. L'éducation, elle peut bien sûr être une condition, mais c'est vraiment un détail. Ce que nous montre Kant, c'est que l'énigme du plaisir esthétique,
c'est qu'on est de la certitude, alors qu'on ne se réfère même pas à un critère. Alors que nous passons notre vie à avoir des critères et à néanmoins douter. Pensez à votre vie professionnelle, pensez à votre vie de parents, pensez à votre vie d'être moral ou de citoyen. Vous avez plein de critères, vous êtes farci de règles, de normes, de lois, de cases et de tableaux Excel. Et pourtant, vous doutez tout le temps. Et bien dans la musique, j'ai aucun critère et je ne doute plus. C'est pour ça que c'est si libérateur. Et on peut le dire en termes psychologiques. Ce que dit Kant en termes philosophiques, à savoir que dans l'émotion esthétique, je réapprends à me faire confiance. Il y a un gain d'estime de soi très important dans le plaisir esthétique, parce que j'apprends que je suis capable de juger. Ça veut dire quoi? Réinvention philosophique du concept de jugement, dit Kant. Je suis capable de juger, ça veut dire je suis capable de juger sans critères. Alors qu'avant, on pensait que le jugement, c'était de se référer à un critère. Et Kant, avec un courage inouï, parce que pour lui aussi c'est radical de dire ça, il dit mais non, en fait ce qu'on a appelé jugement auparavant, quand je juge que c'est mal parce qu'il y a une règle du bien et du mal dans la Bible, quand je juge que c'est légal parce qu'il y a une règle de droit dans le texte, quand je juge que ça se fait pas parce qu'en France ça se fait pas, je ne fais que juger en pensant que je juge, mais en fait je ne fais que appliquer des règles qui sont déjà là, et finalement juger avec des critères dont je ne suis pas l'auteur. Qu'est-ce qui se passe dans l'émotion esthétique? C'est que j'ai pas de critères. Et pourtant, je juge que c'est beau. Vous comprenez? Je juge en plus que c'est beau pour tout le monde. J'ai une liberté folle et généreuse et autoritaire à la fois. Et c'est ça qui s'appelle juger. C'est-à-dire, le moment où j'ai à juger, c'est aussi une modélisation de ce que c'est qu'une décision. Le moment où j'ai à décider, en fait, c'est quand je ne sais pas. Quand je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je décide. Je décide que c'est beau. Et on a là l'ouverture de l'humanisme moderne. Un humanisme, non pas du rationalisme, du critère et du tableau Excel et du logiciel, mais un humanisme de l'intuition, car nous ne parlons que de ça, là. Apprendre à écouter son intuition, apprendre à avoir comme critère de son jugement eh bien, le fait de se sentir tout simplement présent à soi, dans sa complexité, et non plus simplement d'obéir comme un chien à une norme du bien, du droit ou des bonnes mœurs. Voilà pourquoi le propos de Kant est très subversif, car figurez-vous que c'est quelqu'un qui a passé sa vie entière, avant de parler de la beauté à l'âge de sa vieillesse, il a passé sa vie entière à dire le contraire, à dire que ce qui était bien, c'était les critères, que ce qui était bien, c'était le conflit interne dans l'humanité. Et à la fin, il est assis à sa table de travail et il n'a pas du tout pensé qu'il allait écrire là-dessus. Son œuvre est achevée. C'est le philosophe le plus adulé de son vivant de tous les temps. Il ne doit plus écrire, c'est fini. Et là, il voit son jardin. Son jardin mal taillé parce que le jardinier est malade. L'histoire est véridique. Et là, il se dit, c'est beau. Et là, il comprend deux choses. C'est que, ça, c'est le vrai jugement. Quand il ne sait même pas pourquoi il dit que c'est beau, mais qu'il est envahi par une impression de certitude et de plénitude, et surtout, deux, que le conflit interne, sur quoi il a fondé toute son œuvre, qui a fait de lui le philosophe le plus connu et adulé de tous les temps, en fait, il y a un moment où il s'arrête. Et ce moment, c'est le plaisir esthétique. Et en fait, lui qui a dit que la grandeur de l'homme, c'était la déchirure interne, c'était le conflit, et qui a fait tout son succès dessus, avec un courage humain incroyable qu'on trouve rarement chez les philosophes, réexamine toute sa pensée en disant mais non, en fait, il y a une plus grande grandeur que le conflit interne, et c'est la fin du conflit. Et cette fin du conflit, c'est ce que vous avez ressenti si vous avez apprécié ce morceau de guitare. Enfin, vous avez le droit à la parole. Vous pouvez me dire, non, pas du tout, moi j'ai aimé le fait que cette musique a reproduit en moi une déchirure existentielle. Très bien, c'est ce que Kant va appeler le sublime, en le distinguant du beau. Donc si ça vous a déchiré cette musique, alors vous avez éprouvé le sentiment du sublime. Si ça vous a apaisé, alors vous avez éprouvé le sentiment du beau. Pour l'instant, je n'ai parlé que du sentiment du beau. Alors moi j'ai une objection justement, puisqu'il doit bien y avoir quelques critères dans la mesure où la beauté, ce qu'on définit comme par exemple la beauté du corps évolue en fonction des périodes de l'histoire. Il y a des chefs-d'œuvre qui sont établis comme étant des chefs-d'œuvre justement dans l'hisure de l'art et qui évoluent aussi en fonction des critères des époques. Donc comment on explique ça? Tout le monde a bien entendu ta question. En fait, il y a des critères, partout. La culture est faite de critères, et l'histoire de l'art aussi. La question, c'est qu'est-ce que l'émotion esthétique? L'émotion esthétique, c'est quand je m'autorise
à n'avoir pour seul critère que mon sentiment de présence au monde. Mais c'est pas incompatible avec l'existence d'autres critères. Simplement, si je juge que c'est beau, Rembrandt, Botticelli, Bach, parce que c'est conforme à des critères, alors je suis dans l'érudition, je suis dans l'intellectualisme ou je suis dans le snobisme. En revanche, je peux connaître ces critères et au fond me référer dans mon émotion et mon jugement à autre chose qu'à ces critères. Donc ta question devient, oui, mais est-ce que j'ai besoin en gros d'être cultivé pour avoir de l'émotion esthétique? La réponse de Kant est éminemment paradoxale. Il commence par dire non, puisque toute sa thèse est de dire ce n'est pas une affaire de culture, c'est pas une affaire de normes, c'est pas une affaire de bagage culturel. Regardez cette ignoble expression, on dirait un petit paquet accroché sur le dos. Et toute son idée est de dire l'émotion esthétique, c'est quand l'être humain est présent dans sa nature, justement, sa nature intérieurement réconciliée. Mais Kant, qui est intelligent et compliqué et un peu fourbe, après nous avoir expliqué ça, ça prend 600 à 700 pages, que j'ai donc résumé un peu vite, c'est dans la critique de la faculté de juger, Kant dit « Oui, mais je sais, comme vous, que les gens cultivés, qui connaissent bien les musées, ou alors par rapport aux beautés naturelles qui font beaucoup de promenades, en fait, ils ont plus d'émotions esthétiques. » Donc rebondissement dans la réflexion. Comment ça se fait, si vraiment c'est une question de nature directement éveillée par l'harmonie formelle et non pas de bagage culturel et d'érudition et de maîtrise des normes? Dans ce cas, comment ça se fait que les gens cultivés, saturés de normes, ils aient plus d'émotions esthétiques? Car quand même, c'est vrai. Eh bien, la réponse de Kant est géniale. C'est parce que quand ils ont les codes, ils sont rassurés et ils osent s'écouter et se faire confiance. Alors que quand on n'a pas les codes et qu'on est un culte, on est complexé et on se dit « Ah non, je ne peux pas apprécier ce tableau parce que si ça se trouve, j'ai pas les codes. Si ça se trouve, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Si ça se trouve, je ne sais pas dans quel mouvement il s'inscrit. Et comme j'étais pas là quand le guide a parlé, bah, je ne vais pas oser faire face au tableau. » Donc en fait, il faut appeler le guide pour lui dire « Vas-y, parle ». Et une fois qu'il a parlé, on comprend que ça servait à rien de l'écouter. Mais si on l'a pas écouté, on peut toujours avoir un petit doute comme quoi, si on l'avait pas écouté, comme quoi on aurait dû l'écouter. Et donc c'est à ça que sert la culture, à rien. Mais il faut l'avoir pour s'en passer. Pour oser être une nature sensible à la beauté, il faut avoir assez de culture pour n'être pas inhibé et complexé par son manque de culture. Et c'est pour ça que Kant dit que oui, la culture et la maîtrise des codes participent finalement du plaisir esthétique. Il y a une autre raison à cela, c'est ma deuxième façon de te répondre. C'est qu'effectivement, en fait, plus je connais les différents types d'œuvres, ou alors de beauté naturelle évidemment, plus je suis habitué à reconnaître en moi l'étrange plaisir esthétique que la beauté me donne. Et donc finalement, plus je vais en ressentir. C'est-à-dire que la fréquentation de la beauté, elle est importante, mais pas pour accumuler quantitativement les différents types de beauté de manière érudite et livresque, mais pour me connaître, moi, pour approfondir, moi, en tant qu'humain, la manière dont je ressens la beauté, parce que figurez-vous que l'émotion esthétique, bah, c'est pas toujours un tremblement, c'est pas toujours un frisson, c'est parfois subtil, bizarre, disait Baudelaire. Et cette étrangeté, il faut se familiariser avec. Voilà pourquoi, effectivement, plus on s'intéresse à l'art, plus on va être sensible à des arts différents. Et voilà pourquoi il faut effectivement aller au musée, mais pas du tout y aller comme la bien-pensance d'aujourd'hui nous y invite, pas y aller pour être cultivé, y aller, si vous avez compris le raisonnement, pour oser comprendre que être cultivé n'est vraiment pas la question. Mais c'est vrai que quand on n'y va pas, on peut encore croire ça, tout simplement. Alors justement, au musée, dans les explications du guide, il y a aussi tous les détails biographiques sur la vie de l'artiste, ses engagements politiques, éventuellement ses valeurs morales. Est-ce que ça compte, ça, pour l'adhésion aux valeurs morales d'un artiste, compte pour l'émotion esthétique? Dans votre livre, vous parlez par exemple de David Bowie et de Booba. Je vous laisse développer sur ces Alors ça, deux c'est la question des valeurs qui est très, très importante. Je vous avais dit tout à l'heure, souvenez-vous, que dans l'émotion esthétique, on rencontre des valeurs et du sens. D'abord, ça se discute. J'en vois qui sont pleins d'un bouillonnement intérieur. Vous pouvez penser que ce qui est bien, c'est que justement, dans le rapport à la beauté, je suis enfin délivré du problème des morales et du problème des valeurs, et je ne suis là qu'à jouir superficiellement de l'harmonie formelle sans m'interroger sur le sens. Déjà, on pourrait dire ça. Mais mettons qu'il y ait du sens, il y ait des valeurs. Effectivement, quand vous écoutez Bach, ben voilà, il
y a quelque chose de divin, il y a peut-être certaines valeurs chrétiennes qu'on entend, pas peut-être, on peut penser ça. En tout cas, quand on écoute David Bowie et qu'on aime David Bowie, il y a des valeurs là-dedans. Il y a une sorte de beauté de la fragilité humaine, l'androgynie, l'ambivalence, etc. Tout ça, c'est des valeurs. Alors, la question, c'est, est-ce que je vais aller vers des beautés qui portent mes valeurs, ou est-ce que je vais aller vers des beautés qui m'attirent parce qu'elles symbolisent des valeurs qui ne sont pas les miennes, justement? Eh bien, réponse, les deux. C'est simplement des types d'émotions esthétiques différents. Il y a évidemment une émotion esthétique qui fait que je retrouve dans la beauté formelle les valeurs qui sont les miennes. Quand je suis un catholique et que je rentre dans Notre-Dame de Paris et que je suis fasciné par la beauté de l'ogive, etc., ben je m'y retrouve. Mais il y a aussi le contraire. C'est si je suis athée profondément et que je découvre une œuvre mystique et que j'ai l'impression de voir l'existence de Dieu comme dans le film Hors d'Ède de Dreyer, alors effectivement, ça va être le contraire. Il va y avoir une émotion esthétique, à l'inverse, qui nous permet de nous ouvrir à des valeurs que notre raison aurait refusées. Et c'est là qu'on voit, bien sûr, la dangerosité de la beauté. Car vous savez bien qu'en Allemagne, dans les années 30, tous les Allemands n'étaient pas racistes, agressifs et antisémites. Simplement, eh bien, certains ont vu ces valeurs-là, on peut dire les valeurs du mal, devenir charmantes parce qu'elles étaient mises en beauté, parce qu'il y avait Wagner instrumentalisé, parce qu'il y avait l'architecture de Albert Speer qui symbolisait ces valeurs, parce qu'il y avait les sculptures d'Arno Breker, et que tout ça portait des valeurs que beaucoup d'Allemands auraient refusées s'ils avaient été des intellects analytiques, mais parce qu'ils étaient des corps tremblotants et sensibles, eh bien, ils se sont mis à adhérer à des valeurs qui n'étaient pas les leurs. Exactement comme moi, toute proportion gardée, qui suis plutôt un progressiste occidental, peut-être que quand j'écoute du hip-hop américain comme celui de Booba, c'est votre référence, peut-être que je suis tenté par des valeurs qui, au fond, ne sont pas les miennes. Alors, ça ne veut pas dire que je vais finir raciste comme lui ou misogyne, mais ça veut quand même dire que le temps de l'émotion esthétique, je m'ouvre à ce qui n'est pas moi. Et que là, il n'y a plus la censure morale. Je ne suis plus dans la crispation identitaire. Et c'est cela dont la beauté nous sauve. Elle nous sauve de l'enfermement dans sa petite identité. C'est très intéressant de s'ouvrir à autre chose qu'à soi. Et dans l'émotion esthétique, eh bien, il y a une parenthèse comme ça dans le texte de ma vie. Je peux me découvrir un peu autre, dans le moment même où l'autre se rapproche de moi. Voilà, quand vous regardez Booba, vous connaissez peut-être pas ce rappeur agressif, mal élevé, qui a fait de la prison, qui a été dealer, et qui, pour lui, les valeurs, c'est l'argent, les grosses voitures, et le deal, et l'argent facile, et d'aller à Miami pour défiscaliser, et la musculation. A priori, c'est pas mettre trop mes valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'adore cette musique? Et je comprends un peu les paroles, en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la question que je pose dans le livre. Ça veut dire que je me dis, il y a un truc de la commune nature humaine, que peut-être moi, si j'ai été né là où il est né, si j'avais eu son enfance, j'aurais peut-être, pour m'accrocher à la vie, développé son art à lui et sa sensibilité à lui. Donc le temps de l'émotion esthétique, l'autre devient un peu plus proche de moi, dans le moment même où moi, je deviens un peu un autre à mes yeux, puisque je découvre en moi une adhésion possible à des valeurs qui ne sont pas les miennes. Maintenant, attention, si je suis équilibré, quand l'émotion esthétique s'arrête, heureusement, je n'ai pas changé profondément. Je me suis envolé, j'ai voyagé, le temps du plaisir esthétique. Le problème, c'est que si je suis fragile, et s'il y a une instrumentalisation politique de tout ça, comme en Allemagne dans les années 30 ou ailleurs, alors le risque, c'est que je sois convaincu par des valeurs, éventuellement celles du mal, parce qu'elles sont mises en beauté, parce que le mal, c'est se faire charmeur, et parce que voilà, la beauté est dangereuse. Je vous rappelle que Néron faisait brûler Rome avec des gens dedans, parce qu'il trouvait ça beau de voir la ville en flammes, et que la beauté a souvent rendu fou. Mais si elle a rendu fou, c'est bien qu'elle porte autre chose que de l'harmonie formelle ou auditive. C'est bien qu'au fond, il y a un rapport problématique aux valeurs dans la beauté. Donc j'ai répondu de manière un peu confuse, mais je crois qu'on voit bien le cheminement. Soit dans le plaisir esthétique, je retrouve mes valeurs sous la forme de la beauté, soit je suis tenté par d'autres valeurs que les miennes qui n'auraient jamais eu en moi d'écoute si j'avais été qu'un intellect, mais qui, dans le plaisir esthétique, savent avancer masqués, et d'ailleurs plus ou moins masqués. On va entendre maintenant un poème très célèbre de Baudelaire qui va nous montrer, donc lu par Lisbeth Wagner, qui nous montre que la beauté ne se trouve pas toujours dans les lieux les plus idylliques.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre, plein d'exhalation. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur à s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Une charogne de Baudelaire, lue par Lisbeth. Donc le beau est toujours bizarre. Vous avez cité cette phrase plusieurs fois, mais c'est pas Baudelaire qui est un peu bizarre de voir du beau dans une charogne quand même? Je crois qu'en l'entendant, on se rend compte que s'il est bizarre, nous aussi. Parce qu'on trouve ça beau, nous aussi. D'ailleurs, ce poème très fort m'invite à préciser autre chose qu'on n'a pas encore évoquée. Si on essaye d'interpréter la beauté de ce poème à travers ce qu'on a déjà dit, si on est kantien, on va dire voilà, l'harmonie formelle de la charogne produit en nous une étrange harmonie qui fait qu'on se sent autorisé à juger de cette beauté par-delà les critères habituels. Ça c'est Kant, d'accord. C'est pas mal, mais c'est pas terrible, quoi. On voit bien que avec la charogne, avec la décomposition, la question du sens de la vie et de la mort est tellement posée qu'on peut pas être simplement kantien. Parce que pour Kant, le sens de la beauté n'est pas une vraie question. Pour Kant, c'est l'harmonie formelle qui produit en moi une harmonie interne qui fait que j'arrive à m'écouter. Donc Kant est hors sujet par rapport à Baudelaire. D'ailleurs, vous l'avez compris, vous comprenez très bien pourquoi Kant dit que c'est la beauté naturelle qui est la plus belle. Parce que quand c'est une beauté créée par un artiste, par un humain comme Baudelaire, on va trop être tenté de s'interroger sur le sens. Ensuite, deuxième lecture, c'est que ce qui est si beau dans cette charogne, pas dans la charogne, dans la façon dont Baudelaire parle de la charogne, c'est que on rencontre une dimension du sens de la vie, à savoir que toute vie est destinée à pourrir et à mourir, mais à mourir en pourrissant, et qu'on rencontre une idée avec laquelle peut-être on a du mal intellectuellement, mais qu'on arrive très bien à accueillir par la médiation de la beauté et de la poésie. Ça, c'est une lecture hegelienne. Hegel corrige Kant en disant non, il faut chercher le sens dans la beauté. Alors tout le monde tombe sur Hegel en disant mais arrêtez, le philosophe qui veut voir du sens partout, c'est insupportable. Mais quand on a un poème de Baudelaire, c'est tellement intellectuel, Baudelaire en plus est critique d'art, qu'on ne peut pas ne pas chercher le sens. Et là, c'est très clair, l'émotion esthétique qu'on a, c'est qu'on a une idée qui nous fait peur d'habitude, toute vie est destinée à pourrir, mais là on se met à l'aimer cette idée, on se met à l'accepter, on se met à accueillir ce que d'habitude on rejette. Et c'est ça la vertu de la beauté, c'est de nous faire accueillir ce que d'habitude on rejette,
Tout à l'heure, je nommais le mystère, mais ici, on peut parler de la mort, et même plus précisément du rapport de la transition de décomposition entre la vie et la mort. Mais bien sûr, tout ça est encore un peu gentillé. Car quand on entend la charogne de Baudelaire, on comprend ce que dit Freud. Freud nous explique, et on n'en a pas encore parlé du tout, que dans l'émotion esthétique, en fait, tout ce qui se passe consciemment, c'est bien gentil, mais ça a pour fonction de cacher ce qui se passe inconsciemment. Autrement dit, tout ce que j'ai dit pour l'instant, eh bien, d'une certaine manière, je vais le renverser en le présentant simplement comme un cache-sexe à l'égard de ce que je vais dire maintenant. Ce qui veut dire que l'impression d'harmonie formelle, elle est bien pratique pour ne pas voir ce qui se joue profondément dans l'émotion esthétique. Le rapport au sens et aux valeurs auxquelles j'accéderai sensiblement et pas intellectuellement, il est bien pratique, dit Freud, pour ne pas voir ce qui se passe vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le plaisir esthétique ? Freud, j'allais dire, montre enfin le loup qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on sublime des instincts sexuels refoulés, on sublime des pulsions agressives refoulées à travers une contemplation prétendument civilisée. C'est là qu'il faut préciser un peu ce que veut dire Freud. C'est sa dernière grande idée avant de mourir, c'est l'idée de la sublimation. Freud a découvert quelque chose qui est génial, qui n'est pas du tout l'inconscient. Ça, on avait compris que ça existait depuis au moins 25 siècles. Mais Freud a découvert l'inconscient actif. Il a découvert que nous, les humains, à la différence des animaux, ne croyons surtout pas que Freud nous compare à des bêtes, comme le dit la doxa, c'est justement le contraire. Freud a découvert que nous, on n'a pas des instincts comme les instincts animaux qui sont rigides. C'est-à-dire que l'instinct sexuel du lapin, il peut se satisfaire que sexuellement. L'instinct agressif du lion, il peut se satisfaire que agressivement. Ce que découvre Freud, c'est que la pulsion humaine, à la différence de l'instinct animal, elle est souple. Que nous, les animaux humains, nous pouvons satisfaire une pulsion sexuelle de manière non sexuelle. Nous pouvons satisfaire une pulsion agressive de manière non agressive. Il y a des conditions à cela. Première condition, que nos pulsions aient été refoulées dans l'enfance. Ça tombe bien, c'est le cas. Autrement, on serait des bêtes. Deuxième condition, qu'il y ait un artiste pour avoir fait une œuvre d'art dans laquelle il domestique ses pulsions et donne finalement à la pulsion sexuelle refoulée ou à la pulsion agressive refoulée un objet de substitution qui va s'appeler la beauté. Qu'est-ce que c'est donc que la beauté ? C'est l'occasion de satisfaire des pulsions refoulées qui attendent leur heure, leur due, depuis des années, des décennies en nous. Et à travers l'émotion esthétique, nous exprimons toutes ces pulsions refoulées, mais d'une manière non sexuelle et non agressive, d'une manière esthétique, d'une manière spirituelle, d'une manière civilisée. Quel est le mot que je n'ai pas nommé exprès pour que vous l'entendiez ? C'est la libido. Ce que nous dit Freud, c'est que dans toute émotion esthétique, il y a un investissement libidinal très fort. Mais bien sûr, tout ce que nous avons dit auparavant demeure vrai et a même pour fonction de cacher cet investissement libidinal que nous ne voulons pas voir. Pour simplifier, encore une fois, quand on écoute Baudelaire, on se dit « Oh, quel grand homme, quel poète, il voit la beauté partout, les fleurs du mal, c'est la beauté partout. » Et pendant qu'on se dit ça, en quelque sorte, la beauté nous montre ça en même temps qu'elle nous cache la réalité du plaisir qu'elle nous donne. Et c'est ça qui est troublant. Et là, on avance dans la réflexion. C'est que la beauté, au fond, elle fait diversion. Elle attire notre attention sur une chose. Ici, on a déjà dit l'harmonie formelle, ou alors la liberté que j'ai de juger, ou alors le désir de partage. Tout ça, c'est ce sur quoi la beauté attire notre attention. Elle attire aussi notre attention sur des valeurs. On va penser à l'ambivalence chez Bowie, à la vie et à la mort chez Baudelaire. Mais, en fait, c'est pour mieux faire diversion, et pour mieux cacher ce qu'elle nous procure vraiment, à savoir l'occasion d'une jouissance inconsciente. Et voilà qui est beaucoup plus pertinent, parce qu'on comprend pourquoi on peut avoir d'une émotion esthétique devant des œuvres horribles. Parce qu'on est capable, nous on est compliqué, d'avoir du déplaisir conscient en même temps que de la jouissance inconsciente. C'est la grande découverte de Freud. C'est pour ça qu'on ne guérit pas de nos symptômes, c'est pour ça qu'on répète les mêmes erreurs toute sa vie, ou pendant longtemps. C'est parce que, on les répète, parce que cette répétition nous fait souffrir consciemment, mais on y est attaché en raison de la jouissance inconsciente qu'elle nous procure. Voilà pourquoi on a du mal à changer. Voilà, c'est un peu pareil. Il y a les deux dimensions. Je me dis, c'est horrible. Alors pourquoi je continue à contempler la charogne, ou alors à écouter la poésie, ou alors à regarder un film violent ? Parce que, en même temps que consciemment j'ai du déplaisir, inconsciemment j'ai du plaisir. C'est-à-dire de la jouissance. Et de quel ordre est cette jouissance ? C'est ce que Freud appelle la sublimation. Alors attention, pour l'instant, on est en 38, il va mourir bientôt, et il dit la sublimation, c'est ce que nous offre l'émotion esthétique. Mais
il faudra ensuite, c'est ce que fera Lacan, exporter ce contexte. Toutes les grandes aventures de la civilisation, pas simplement esthétiques, sont des aventures de la sublimation, autrement dit de la sublimation de la libido. Mais j'insiste sur une chose, c'est que Freud n'annule pas ceux d'avant, il les réintègre dans sa démarche, et que ce qu'on a dit auparavant reste vrai, simplement partiellement vrai. Alors on va confronter toutes ces théories à un aspect plus pratique en appelant Patrick Braoudet qui donc expose les... Vous pouvez nous rejoindre, qui expose les photos ici présentes. Bravo à lui. Donc Patrick Braoudet, j'aimerais que vous nous expliquiez en fait votre démarche d'artiste. Vous avez une belle carrière de comédien, je le précise pour les personnes qui vous auraient reconnu. Mais donc vous êtes aussi l'auteur de ces photos qui ressemblent à des tableaux. Je voudrais savoir comment vous est venu ce procédé technique, comment vous en êtes venu à faire ce type de photos. Et je pense que philosophiquement, il y aura une dimension intéressante à commenter pour Charles Pépin. Merci. Alors d'abord, merci Charles d'avoir évoqué ce mystère. Parce que je me posais la question depuis longtemps. Ma mère me disait « Tu es beau mon fils » et je cherchais ce mystère. Donc voilà, vous m'avez expliqué ce soir que j'avais droit au mystère. Je vous remercie donc beaucoup de ça déjà. Alors après, par rapport à ces photos, on est dans le mystère aussi en fait. Ces photos, cette manière de photographier, c'est un accident. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est quand on prend une photo? On se dit pourquoi on trouve belle cette photo? C'est vraiment aussi évidemment ça nous renvoie peut-être à des choses qu'on a aimées dans notre enfance, tout ça. Ces photos-là, c'est un grand mystère. Vraiment, j'ai fait plein de photos sur les plages normandes depuis 2 ans, et je faisais des photos nettes. C'est pas parce que je suis presbyte ou peut-être que je deviens parkinsonien que je fais des photos floues. Non, je faisais des photos nettes. Et puis, un jour, j'ai fait une photo. Elle est pas là. Elle était floue, elle était bizarre. C'est un accident. J'étais avec mon épouse sur la plage. Et j'allais effacer cette photo et je la revois. Parce qu'en fait, toutes ces photos que vous voyez là, je les prends comme ça. Elles ne sont pas retravaillées par ordinateur. Il n'y a pas des filtres. Ces photos, c'est celles qu'au moment où j'appuie, que je regarde sur l'écran de l'appareil photo, elles sont comme ça. Juste, je fais un peu de saturation par rapport aux couleurs ou des contrastes, ce que tout le monde fait en photo. Mais il n'y a pas d'effet, on pourrait faire des photos comme ça avec des travails d'ordinateur. On n'est même pas obligé d'aller sur une plage pour faire des photos de plage maintenant. On peut prendre des trucs partout et avec l'ordinateur tout refaire. Bon, ces photos-là sont vraiment photographiées telles quelles. Et donc, je fais une photo et je vais pour l'effacer parce que je la trouve floue, je trouve qu'il y a un défaut dedans. Et finalement, en la regardant, je me dis, mais c'est incroyable, on dirait un tableau. Donc je la montre à mon épouse, elle me dit, mais comment tu as fait cette photo-là? Je lui dis, je ne sais pas, c'est un accident, j'ai fait un truc. Je ne sais pas comment ça fait ça. Mais tout d'un coup, il y a un truc, c'était une photo assez proche de celle-là, parce que c'était le même jour où j'ai fait la photo des 2 petits-enfants sur la plage. Il y avait un côté très pictural, comme ça, un truc un peu impressionniste. Et je me suis dit, je vais essayer de reproduire cet accident, de comprendre comment j'ai fait ça. Donc, ces photos-là sont faites... je suis très très loin des gens qui sont photographiés. Je suis à 400, 500 mètres, parfois 300 mètres, enfin extrêmement loin, avec un téléobjectif très grand. Et puis, il faisait très chaud, et j'ai voulu photographier des gens qui étaient très très loin. Et il y avait des brumes de chaleur devant, en fait. Qui font la chaleur fait une distorsion de l'air, un peu comme quand on est dans le désert, qu'on voit un mirage, on voit des gens venir de loin, il fait tellement chaud que les gens sont complètement... Il y a des distorsions comme ça. Et en fait, et puis comme c'est très loin, qu'il faut tenir l'appareil, que c'est très difficile, on bouge en même temps un petit peu, et ça fait... Voilà. Donc c'est un accident qui fait que j'ai découvert une manière qui m'intéressait. Je faisais de la photo depuis que j'ai 16-17 ans, et donc j'en ai fait beaucoup. Mais tout d'un coup, j'ai trouvé, il y a 2 ans, quelque chose qui m'a interpellé différemment. Alors que je trouvais belles ces photos, mais ça ne veut rien dire, la beauté. On en a parlé pendant longtemps, brillamment. Merci d'ailleurs, beaucoup, vraiment. Et c'est un accident qui a finalement donné ces photos-là. Et j'ai maintenant compris vraiment comment je les faisais. Et je reproduis donc cet accident maintenant. Et j'ai trouvé une autre
une autre passion pour la photo. J'ai renouvelé ma passion pour la photo et maintenant je fais des photos avec ce style comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant à commenter, c'est de voir pourquoi ces photos gagnent aussi en dimension esthétique à partir du moment où elles reproduisent moins la réalité qu'une œuvre d'art picturale. Ouais, je trouve ça très intéressant, mais surtout l'idée de l'accident. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont théorisé la nécessité de l'accident pour arriver à la beauté, notamment les surréalistes ou André Breton. Vous savez, la phrase « beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection », c'est un peu cette idée. Et au fond, donc d'abord, on peut se dire, voilà, c'est juste de la liberté, puisque c'est un accident et je trouve ça beau. On peut dire, c'est du hasard, mais en même temps, il y a une question derrière, c'est est-ce que cet accident ne peut pas s'appeler autrement ? Est-ce que c'était pas le moment d'une révélation sur la nature du réel, telle qu'on la voit pas d'habitude, mais que l'accident l'a rendue visible. Et donc c'est éminemment, enfin au sens propre, éminemment philosophique. Si on voit ce couple qui s'embrasse, quelle est la réalité de cette scène ? Est-ce qu'on la voit mieux sur une photo normale ou sur cette photo-là ? C'est très discutable. Et c'est pour ça que c'est vraiment une démarche artistique, que c'est un peu ce que tu dis aussi. Voilà, l'idée de la peinture, c'est que en donnant une vision subjective, l'idée de l'art, c'est que par la subjectivité, j'atteins à plus de réalité que par l'objectivité. Et c'est évidemment la question qu'on se pose quand on voit tout ça. Est-ce que là, on ne voit pas mieux la réalité de la plage de Deauville que sur des photos normales ? Voilà, je pense que c'est la question, quoi. Et c'est justement, je crois aussi, la démarche de l'artiste, parce que finalement, dans un élan normal, j'allais effacer cette photo. Et en fait, je me suis intéressé justement aux défauts de cette photo. Et je pense qu'effectivement, la démarche de l'artiste, c'est de pouvoir s'intéresser à des accidents comme ça et de se dire que ces accidents peuvent apporter peut-être quelque chose d'autre tout d'un coup. Ouais. Il y a aussi une autre idée que ça m'inspire, c'est que peut-être c'est l'imperfection qui fait la beauté, et non pas la perfection comme on le dit tout le temps. Et c'est vrai que alors, tout le monde dit oui, mais par rapport au mannequin, quand on prend tel mannequin, elle est vraiment parfaite, et c'est pas l'imperfection. Et en fait, quand on s'aperçoit vraiment les grands mannequins, les mannequins que tout le monde admire, en fait, il y a toujours des imperfections. Mais, si on voit Kate Moss, par exemple, elle n'est pas du tout parfaite. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'il y a de l'imperfection qui, quelque part, nous autorise à nous mettre en position de juge de la beauté. Et puis, quand même, deuxième idée, c'est quand vous dites « j'allais l'effacer ». Là, si on est freudien, ou nietzschéen plutôt, on va se dire « oui, dans ce mouvement, vous alliez l'effacer, c'est parce que vous aviez enfin un aperçu sur quelque chose de réel ou de vrai, alors que d'habitude, la convention le recouvre, et vous aviez un réflexe un peu bourgeois ou conservateur de ne pas voir ce truc trop violent, un réflexe d'effacer. Et ce qui fait l'artiste, c'est le contraire. C'est quand il y a un truc dérangeant, au lieu de l'effacer, non, je l'accueille. Voilà. J'accueille, vous dites défaut, on peut dire encore une fois bizarre. Accueillir le bizarre, s'intéresser aux défauts, ouvrir les yeux sur ce qui est dérangeant, c'est le début de l'aventure esthétique, évidemment. D'ailleurs, au moment de l'effacer, je me suis dit non, sois nietzschéen, et je ne l'ai pas effacé. Exactement. Non, mais en fait, c'est votre épouse qui vous a dit ça. Tu as toujours été nietzschéen. Merci beaucoup, Patrick Braoudé, et bravo. Alors, on a entendu Baudelaire, on va maintenant entendre le prologue d'une saison en enfer de Rimbaud, lu par Lisbeth Wagner. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armée contre la justice. Je me suis enfuie. Aux sorcières, aux misères, aux haines, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils.
J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongée dans la boue. Je me suis séchée à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvée sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, etc., serait écrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache des quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Alors, on se dirige progressivement vers la question principale de cette soirée, à savoir ce que la beauté nous apporte, en quoi elle nous sauve. Est-ce que vous pouvez réagir à cette lecture ? On pourrait réagir pendant une vie entière à ce poème ahurissant de Rimbaud. Je ne sais pas si vous mesurez. Enfin, c'est vraiment un des poèmes les plus fous de la langue française. Chaque mot éclate dans une polysémie, signification. Il y a plein de choses à dire. Et d'ailleurs, surtout, il y a, à mon avis, à se taire un peu, à écouter. Mais là, je ne suis pas venu pour me taire. Quand même, ce qu'on peut dire, avant de répondre à ta question, à savoir de quoi la beauté nous sauve, étant entendu que lui, elle ne le sauve pas, justement, puisque l'histoire de Rimbaud, c'est qu'il estime être allé au bout et que ça ne l'a pas sauvé et que maintenant il va vendre des armes en Afrique, tellement voilà. Mais en même temps, il dit la beauté, je l'ai assise sur mes genoux et je l'ai insultée. Parce que je l'ai trouvée amère, cette beauté, et je l'ai insultée. Et la question, c'est de quoi il parle, quoi. Il me semble quand même qu'il parle de la beauté conventionnelle, de la beauté des normes, de la beauté du snob, de la beauté de la bonne culture qui sait ce qui est beau. Et c'est ça qui, pour lui, est la fausse monnaie. C'est-à-dire que c'est la beauté qui rassure, c'est la beauté de celui qui sait pourquoi c'est beau et qui, au fond, se retrouve chez lui, comme ça, qui retrouve ses petites valeurs, son Occident, son humanisme. Alors que la beauté qu'il a cherchée et qu'il a touchée et qu'il a créée, d'ailleurs, c'est la beauté qui dérange, qui fait qu'on voit le monde autrement. Donc ça, c'est quand même une chose qu'on peut dire. Et peut-être ce que ça nous invite à vivre, c'est le geste rimbaldien, c'est d'essayer, à chaque fois qu'on rencontre la beauté, d'accueillir ce en quoi elle nous dérange et de ne pas la simplifier en la remettant dans une case tout le temps en disant voilà, ça c'est typique du futurisme italien de 1917. Là, tu vois le début du réalisme occidental. C'est vraiment des paroles qui sont des insultes à l'égard de l'émotion esthétique, de dire ça. C'est des paroles qui manifestent une peur de ce que la beauté nous fait et du trouble dans lequel elle nous installe. Donc l'histoire de Rimbaud, c'est quelqu'un qui est devenu fou, au fond, qui est allé jusqu'au bout de la folie d'avoir un rapport esthétique au monde. Et aussi, on voit l'impasse. C'est que, moi, je parle de l'émotion esthétique, mais c'est qu'une parenthèse. Quand on a un rapport totalement esthétique au monde, on est fou. Puisqu'on n'a plus un rapport moral aux êtres, aux formes. On peut voir un crime et trouver que c'est beau. Le rapport esthétique au monde est un rapport qui ne peut pas être un rapport normal et quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une parenthèse, et c'est un moment où on se ressource pour après revenir à la vie normale, en étant peut-être plus grand, plus agrandi, mais en étant évidemment revenu à la normalité. Voilà pourquoi, encore une fois, il y a un danger de la beauté, de la fascination pour la beauté. D'ailleurs, vous savez que fascinum, c'est charme, mais aussi maléfice. Donc tout ça est très dangereux, et le destin de Rimbaud lui-même le confirme. Donc maintenant, venons-en à ta question. De quoi la beauté nous sauve ? On a un peu parlé déjà de ça. Je dirais qu'elle nous sauve d'abord de notre incapacité à nous écouter, à nous faire confiance, ça on l'a déjà dit. Elle nous sauve aussi de l'ironie de l'époque. On n'a pas parlé de ça, mais vous avez remarqué qu'on vit une époque ironique. Même le président de la République, et c'est sa nature, il est drôle, c'est comme ça, il est drôle. Mais même un président de la République en pleine crise, en pleine multi-affaires, quand il s'adresse aux Français, il ne peut pas s'empêcher de faire des bons mots.
Et c'est peut-être pas un hasard si on a élu ce président-là. Maintenant, vous ne pouvez pas inviter des hommes politiques sur un plateau sans qu'il y ait des humoristes et des ironistes à côté. Et d'ailleurs, vous voyez bien que nous-mêmes, on est très tentés par l'ironie en permanence. Or, qu'est-ce que l'ironie ? C'est évidemment souvent intelligent, c'est souvent une manière de critiquer les choses très pertinente, mais c'est un rapport indirect aux choses. L'ironie, c'est le contraire de la présence. Et donc, c'est fatigant d'être tout le temps dans l'ironie, le second degré, la distance de soi avec soi ou de soi avec les autres. Même si c'est une définition de la conscience humaine, très noble, c'est quand même fatigant. Et ce qu'on a perdu avec ce triomphe de l'ironie, c'est l'immédiateté, c'est la présence. Or, la principale vertu de la présence du beau, c'est de nous rendre présents au monde, tout simplement de nous permettre d'habiter le monde de nouveau. Donc, elle nous sauve de l'ironie du temps. Elle nous sauve aussi du réalisme terrible de l'époque, en nous rappelant qu'il y a du merveilleux. Voilà, ce qu'on a entendu, c'est merveilleux. Rimbaud, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire ça à ce que serait la réalité, ou alors c'est un réel supérieur à la réalité. Donc elle nous sauve de l'enfermement dans l'ironie, du réalisme, et aussi, tu m'y fais penser, elle nous sauve du relativisme. On vit dans une époque où le relativisme est la pensée dominante. Dès qu'il y a une valeur, dès qu'il y a un principe, on dit oui, mais ça dépend. Hein. Ça dépend du lieu, c'est relatif au lieu. Hein. Souvenez-vous de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà. Aujourd'hui, tout le monde pense comme ça. Ici, tu craches, là-bas, tu craches pas. Quand tu es footballeur, il y a des mœurs différentes d'un côté ou de l'autre de l'Europe. C'est comme ça, quoi. C'est le relativisme. Et on voudrait nous faire croire que tout est relatif, au fond, aujourd'hui. Qu'il n'y a pas d'absolu. Que chacun a ses goûts, que chacun a ses valeurs, chacun a ses opinions, et que finalement chacun a son chemin, comme dit la chanson. Sauf que ce que la beauté nous dit quand elle nous touche, c'est que l'absolu existe. Alors me dis pas lequel, j'en sais rien. Mais quand on est figé comme ça, fasciné par la beauté d'une cime enneigée, quand on est fasciné par la beauté de la prose absolument folle de Rimbaud, on se dit pas, oui, mais c'est parce que c'est relatif à l'instant, à ce que j'ai mangé, à ma culture française, pas du tout. On a l'impression de toucher des oreilles ou des yeux l'absolu, de toucher le merveilleux, évidemment. Et la beauté nous sauve de l'oubli de l'absolu, caractéristique de ce temps relativiste. Et puis, surtout, elle nous sauve de la passion mesquine de tout expliquer. Passion, vous avez remarqué, qui dévore le temps, l'époque. Moins on comprend de choses, plus on veut tout expliquer. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui triomphe dans les sciences humaines ou dans les sciences exactes, c'est les délires d'explication. Les neurosciences, le cognitivisme, les psychothérapies, comme ça, qui voudraient ranger les psychistes dans des cases et tout expliquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de comprendre, évidemment, mais il faut distinguer le noble désir de comprendre, évidemment, qui élève la culture, de la passion mesquine et réductrice de tout expliquer. Comme je le disais tout à l'heure avec le mystère, il y a plein de choses qu'on n'expliquera pas. Et il faut savoir faire face à ce mystère, et c'est ce que la beauté nous apprend. Donc, on a vraiment besoin de l'émotion esthétique pour être sauvé de cette obsession de la maîtrise, au fond, et de l'explication rationnelle. Et voilà, ce que nous dit l'émotion esthétique, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, puisqu'on n'a pas fait exprès, que cette émotion, on ne l'a pas prévue, et qu'elle nous dépasse. D'ailleurs, remarquez, si on la prévoit, en général, elle est décevante. Si on va au musée parce qu'on nous a dit qu'il faut absolument que tu vois Brancusi, faut absolument que tu ailles voir ce film, au fond on sera déçu. Mais si sur le chemin de ce Brancusi, par hasard, comme vous, par hasard, par accident, on tombe sur un Picasso, là on va accueillir ce qui se passe. Donc je crois que ça fait beaucoup. Et puis peut-être pour envelopper tout ça dans l'unité, je dirais qu'elle nous sauve d'une conception réductrice de l'humain. Elle nous permet de nous ouvrir à notre propre complexité. Et pour dire tout ça d'un mot, elle nous aide à accueillir le mystère dans le creux de nos bras. Mais attention, ce sera peut-être mon dernier mot, je ne voudrais pas être mal compris. Accueillir le mystère, ça ne veut pas du tout dire ne pas se poser la question du sens et des valeurs. Ce n'est pas du tout incompatible. Il faut se poser la question du sens et des valeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut parler aux guides, par exemple. Il faut les écouter. Simplement, eh bien, quand on écoute les guides, quand on s'interroge sur le sens de l'autoportrait de Rembrandt ou le sens de la polyphonie chez Bach, eh bien, c'est bien. Mais quand on a fini, on s'aperçoit que l'essentiel est ailleurs, voilà, comme disait Rimbaud d'ailleurs, que le mystère demeure. Mais simplement, on va être mieux capable de faire face au mystère qui reste quand on a abordé le chemin du sens, quand on l'a arpenté. Donc, ne croyons pas, et ça c'est une idée très très répandue aujourd'hui, qu'il y a d'un côté ceux qui veulent comprendre ou expliquer,
donc les aventuriers du sens, et de l'autre, les mystiques qui veulent accueillir le mystère. Et pas du tout, on est beaucoup plus intéressant que ça. En nous, en vous, il y a à la fois une part qui s'interroge sur le sens et une part mystique capable d'aimer le mystère. Et ne croyez pas que vous êtes une sorte de sablier ou de bouteille où si on développe une part, l'autre part est plus petite. Ça ne se passe pas comme ça, un psychisme humain. Plus vous développez votre part rationnelle, plus vous êtes capable d'accueil mystique du mystère qui reste. Et ben c'est exactement ça que la beauté nous apprend. Elle nous apprend qu'au fond, plus on s'agrandit, justement. Et que plus on est intelligent, plus on est sensible. Plus on est cérébral, plus on est mystique. Au fond, et on le ressent dans l'émotion esthétique, voilà, il y a une ouverture de l'humain à ce qui le dépasse et à ce qui le grandit. On va juste entendre Pour illustrer tous ces paradoxes, on va entendre une toute dernière lecture qui nous fait à la fois toucher justement cet absolu de la beauté, tout en nous en disant la vanité. C'est l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Charles Pépin, une réaction. Alors, tout est poussière et tout retournera à la poussière, peut-être, mais dans l'émotion esthétique, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et il y a une promesse de salut comme ça, dans l'émotion esthétique. Et encore une fois, ce qui est subtil, c'est que on sait qu'on ne sera pas sauvé, mais on accepte la promesse tout en sachant qu'elle sera trahie. Donc, c'est ça qui est fort. Et voilà pourquoi c'est très profond, l'émotion esthétique. Elle nous dit en même temps qu'il y a peut-être un salut, et en même temps, nous savons que cette promesse n'a pas de raison spéciale d'être tenue. En même temps, les deux en même temps. Merci beaucoup, Charles Pépin. Merci beaucoup. Merci, Liat Cohen. Merci, Lisbeth Wagner. Merci, Lorraine Malka. Et rendez-vous donc au Café Barge le 2 mars avec Laure Adler pour une prochaine soirée sur Hannah Arendt.
Alors, on peut faire circuler un micro s'il y a des questions, peut-être. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut faire circuler, Daniel? Non. Alors, bon, on va faire circuler ce micro-là, donc il faut s'approcher pour poser des questions. Moi, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'on peut distinguer le beau de l'agréable? Alors oui, c'est effectivement que tu l'avais posé, j'avais pas eu le temps d'y répondre. Oui, on peut distinguer le beau de l'agréable précisément avec tout ce qu'on a dit.